Et c'est la troisième vidéo consacrée au Congrès national de médecine et santé au travail de Marseille. Eh bien, aujourd'hui, ça a été la grosse journée pour nous, Gérard Lasfargue et moi, puisque nous avions deux sessions de communication d'experts et une session de communication sur appel à communication qui nous ont occupé quasiment toute la journée. Donc, entre 8h30 et 19h quasiment, eh bien, on était à fond, quoi. Alors, je ne vais pas vous résumer toutes les communications parce que ce serait pas rendre justice aux auteurs d'une part et puis ce serait bien trop long. Donc j'en ai sélectionné juste trois donc dans la journée. Alors la première c'est celle de Pascal Huguetto. Pascal Huguetto qui nous a parlé du rôle des cadres concernant le management évidemment, et donc avec l'idée que les managers, les cadres ne sont pas simplement des espèces de tubes, des courroies de transmission qui ne seraient là que pour véhiculer des messages qui viendraient du top management. Ils doivent avoir eux aussi leur propre expertise, leur propre regard, leur capacité d'identifier des difficultés, d'en résoudre certaines et aussi de faire remonter aux autres plus haut ceux qu'ils identifient. Alors ce que Pascal Huguetto a illustré notamment en s'appuyant sur une enquête qu'il a faite dans le secteur du BTP, c'est que pour les cadres de proximité, il pouvait y avoir une certaine ambivalence dans le positionnement qu'il y a pour ces managers de proximité, à la fois à véhiculer des messages de sécurité, du style les 5 minutes de sécurité en début de journée, du genre les gars, j'ai pas besoin de vous rappeler, mettez le casque, les lunettes et les chaussures de sécurité. Et puis 2 heures après, quand il faut speeder sur le chantier, là le discours devient complètement différent et la logique de sécurité est remplacée par une logique de performance et d'efficacité, mais vue du point de vue de la livraison du chantier. Donc ça, c'est une position qui peut être difficile à tenir pour ces managers de proximité qui sont à certains moments en contact très proche avec les équipes, qui les connaissent très bien, qui sont parfois des anciens du même échelon, mais qui doivent reprendre le pas et manager justement ces problématiques-là. Quelque chose qu'il a dit, et c'est vrai que c'est parfois un peu difficile à admettre, mais il faut que nous acceptions, professionnels de la santé au travail, l'idée de faire des compromis en matière de santé au travail. Sans que ça devienne de la compromission évidemment, mais de toute façon, la personne qui va choisir et donner ses orientations en matière de santé au travail, c'est l'employeur. Donc il n'appliquera pas jamais l'entièreté du positionnement du médecin du travail, évidemment, ou du service de santé au travail. Et donc à nous, par contre, de peser, d'influer, d'infuser en siégeant dans les instances, et ça quasiment tous les communicants l'ont dit, il faut que les médecins du travail ou les professionnels de santé au travail soient dans les instances, les CHSCT ou les trucs qui vont les remplacer quand les CSE seront mis en place. Donc il faut, pour infuser, pour faire du lobbying, pour que les questions de santé, sécurité au travail, surtout de santé au travail, soient présentes au sein de ces instances-là. Une deuxième communication d'Emmanuel Laborde de Châtillon, alors cette fois-ci, il nous a précisé un truc qui est toujours intéressant, c'est que le fameux New Public Management qui est développé dans les entreprises et les administrations publiques, a des côtés pathogènes, et ça il l'a assez bien démontré. Ensuite, il a fait état de ce qu'il considère comme étant un grand risque, c'est le cloisonnement de la démarche de prévention en santé au travail dans les entreprises vis-à-vis des autres projets, des autres politiques menées dans l'entreprise. Ça engendre un risque, c'est en fait de cornériser la santé au travail, qui sera considérée comme une espèce de dossier qu'on pourrait évacuer au bout de 6 mois. Tac, je lance un audit, allez hop, plan d'action, tac, 6 mois, et puis après, au bout de 6 mois, on n'en entend plus parler. Si jamais il y a des actions qui avaient été mises en place après l'audit, ce qui d'ailleurs est quasiment jamais le cas, mais en tout cas, il y a un dialogue à engager entre les questions de santé au travail et puis tout le reste, parce que c'est toujours lié. Et ce n'est pas un sujet à traiter de manière séparée du reste. Bon, ça paraît assez évident, mais c'est vrai que dans certaines entreprises, on a tendance à le cloisonner.
Alors ce qu'il a identifié, et ça c'était dans des entreprises du CAC 40, ça c'était assez intéressant, c'est que de son point de vue de professeur de management, hein, quand même, à l'université de Grenoble, si je ne fais pas erreur, il a évalué les compétences en management de managers de certaines entreprises du CAC 40. Et alors, c'était assez amusant qu'ils nous disent qu'en fait, eh bien, ils ont des managers qui sont nuls, qui ne savent pas conduire un entretien d'évaluation, qui ne respectent pas les standards censés être appris dans ces écoles-là, parce que il y a un genre professionnel du manager, du responsable, et ben ils maîtrisent pas ça, et ils savent pas faire un entretien annuel, ou alors il nous a donné d'autres exemples concernant la conduite de réunion. C'est des gens, ils sont dans des grandes entreprises, ils sont à des positions très hautes, et puis ils n'ont pas les bases de comment on conduit une réunion, comment on fait un entretien annuel. Ça c'est quand même assez intéressant, et ça peut expliquer des problématiques de management déjà avant d'aller chercher très loin des fois. C'est vrai que, alors, il ne faut pas non plus considérer que la formation management doit être l'alpha et l'oméga de toutes les problématiques, mais ça, qu'un prof de management dise qu'il constate que les standards ne sont pas appliqués, c'est encore plus de poids quand c'est quelqu'un de la discipline qui le dit. Et enfin, il a pu montrer, et ça c'est en faisant une enquête, que les espaces de discussion dont on parle beaucoup, alors sous différentes formes, quand l'ergonomie de langue française dit il faut recréer du collectif, même la clinique de l'activité peut avoir proposé ce genre de solution, eh bien ça peut se matérialiser sous l'idée qu'il faut créer ces fameux espaces de discussion. Alors moi j'ai toujours été un peu dubitatif sur la capacité qu'on a de l'extérieur à faire émerger ces espaces-là. Toujours est-il que la présence de ce genre d'espaces de discussion, quand ils sont vécus favorablement par les salariés, c'est facteur de développement de la santé. Et à bord de Châtillon, l'a observé sur deux dimensions, l'épuisement émotionnel et l'épuisement physique. Donc ça, c'était extrêmement riche. Et puis la troisième et dernière communication dont je voudrais parler, eh bien, c'est celle de Katia Kostulski, donc professeure de psychologie au CNAM et responsable du CRTD, le Centre de recherche sur le travail et développement. Donc, qui a une présentation qui est articulée en deux temps, un temps un peu plus théorique, mais qui était très intéressant pour en gros expliquer les grandes lignes de ce qu'est la clinique de l'activité, qui a été proposée par IFLO. Donc là, Katia Kostulski nous a donné les grandes lignes en s'appuyant notamment sur la distinction entre travail réel et travail réalisé, que je vais vous brosser très simplement. C'est que il faut déjà faire la différence entre le prescrit et le réel, c'est-à-dire ce qu'il y a à faire. La fiche de tâche, c'est pas ce que les gens font concrètement. Bon, ça, c'est déjà un premier point que beaucoup de professionnels de la santé au travail partagent. Observer ce qui se fait concrètement, ça n'est pas non plus suffisant du point de vue de la clinique de l'activité. C'est-à-dire que, et c'est là qu'on introduit la notion de réel de l'activité, le réel de l'activité, c'est ce qui se fait, l'activité observée, l'activité réalisée, mais c'est aussi tout ce qui ne se fait pas, ce qu'on fait sans vouloir le faire, tout ce qu'on fait pour ne pas faire ce qui est à faire, bref, toutes les dimensions un peu plus larges qu'on a en tête et qui ont une influence sur l'activité en cours. Alors l'exemple qu'elle prend, c'est qu'en gros, on est tous rentrés après une journée de boulot complètement rincés, complètement éreintés, et on est éreinté de quoi? On peut être éreinté de tout ce qu'on n'a pas réussi à faire dans la journée. Et ça, si on se cantonne à observer ce qu'on n'a pas fait, on n'observera pas grand-chose. Et pour autant, ces impossibilités, ce qu'on n'a pas réussi à faire, ça crée une sorte de conflit intrapsychique qui va avoir un impact sur le déroulement de l'activité en cours et qui peut fabriquer de la maladie, en fait, pour le dire très, très simplement. Alors, Katia Kostulski s'est appuyée sur une enquête qu'elle a faite avec Jean-Yves Bonnefond et Jean-Luc Thomas dans un bloc opératoire de neurochirurgie. Donc là, elle s'est intéressée à la question de l'efficacité. L'efficacité du point de vue gestionnaire avec l'efficacité du point de vue opératoire. C'est-à-dire que l'illustration qui était faite avec ce bloc opératoire, c'est que alors nous, professionnels de santé, dès qu'on voit, qu'on entend parler de T2A, de mutualisation, etc., on se dit, bon, c'est complètement bidon, c'est que pour des considérations financières. Eh bien, ces considérations financières rentrent en fait dans une forme d'efficacité, mais du point de vue de la gestion. C'est-à-dire que pour
avoir des indicateurs qui répondent à des standards pour atteindre des cibles qui sont fixées par des tutelles, eh bien, ça a du sens du point de vue du top management eh bien, de mutualiser, par exemple, s'intéresser au taux d'occupation des salles de bloc, parce que les salles ne sont pas occupées à 100%, donc il faut qu'une intervention de gynéco succède à celle de neurochir, même si ça n'a aucun sens. Enfin, bref, ça, c'est pour remplir les conditions d'efficacité gestionnaire. Mais le problème, c'est que ça a un impact sur l'efficacité opératoire. C'est-à-dire que, et elle l'a montré avec l'exemple d'un brancardier qui avait 25 ans, qui brancardait que de la neurochir. Le gars, il s'appelle Didier, tout le monde le connaît. Il arrive dans le bloc opératoire et il devient pour un moment le cadre du service. Il commence à contrôler les profs d'université. Il fait toi tu vas là, toi tu vas là. Et au final, l'installation, elle est nickel parce que c'est assez compliqué d'installer des patients en neurochir. Ils sont bien installés et tout le monde après fait l'opération de manière détendue. Une fois qu'on a mutualisé tout ce truc-là, déjà Didier, lui, qui était le cadre, devient une espèce d'anonyme parce qu'un coup c'est la gynéco, un coup c'est l'ophtalmo, un coup c'est complètement autre chose et il n'est pas du tout reconnu là-dedans, donc ça interroge l'identité professionnelle. Mais après, du côté des neurochirurgiens et de l'équipe, on y va avec un peu moins de confiance, quoi. Quand c'est pas Didier ou quand c'est pas quelqu'un qui a ce savoir-faire-là. Est-ce que le malade va bien être dans la bonne position? Il faut pouvoir le bouger complètement techniqué et tout, avec tout un tas de fils qui dépassent. Ça peut expliquer ça. C'était extrêmement intéressant sur ça. Bon, je m'arrête là parce que sinon je pourrais parler des heures et vous vous rendez compte, j'ai parlé que 3 communications sur 6 conférences d'experts et 6 communications orales. Donc vous voyez que c'est extrêmement large. Bon, eh bien, écoutez, je vais m'arrêter là. Et je vous donne rendez-vous pour une ultime vidéo demain. Très bonne journée à vous.